Sauf qu'il y a 4 millions de personnes qui cherchent un emploi. Si on rapporte à la réalité 15% le taux de chômage réel tel que nous, on pourrait le concevoir en France. En Hollande, on me dit taux de chômage formidable, quel exemple, 7,2%. Sauf qu'il y a des millions de gens qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont un travail partiel, ça fait 25%. Alors arrêtez de bluffer là-dessus. Quand à l'Allemagne, on nous dit, mais même l'Allemagne, regardez, ils avaient choisi la réduction du temps de travail, ils arrêtent. Mais qui arrête? J'ai eu cet après-midi les syndicats du DGB. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quand on a baissé le temps de travail, on a créé 800 000 emplois en Allemagne. Et qui aujourd'hui ne veut pas continuer? Mais c'est pas les gens de progrès, c'est les ultralibéraux de M. Kohl. Donc il faut arrêter de bluffer les Français. J'ai une question, monsieur. Oui, je vous en prie. Juste une seule. Vous savez pourquoi l'Allemagne est avec la France le pays d'Europe qui a les moins bons résultats en matière de chômage? Parce que malheureusement les Allemands doivent supporter le prix de la réunification avec 15 millions. Non, je voudrais juste terminer. Avec 15 millions d'Allemands de l'Est qui ont eu le grand malheur de connaître le régime communiste et son efficacité, si vous voyez ce que je veux dire, vous qui parlez de bluff lorsque je parle. Et voilà le résultat aujourd'hui. Partout dans le monde, en France, vous êtes passé par là, il y a 3 millions et demi de chômeurs, 7 millions si on va plus loin, et il n'y a pas eu de régime là de mise en cause et de réunification. Mais c'est pas sérieux. Non, mais il faut que vous acceptiez de faire votre bilan. Mais c'est pas, vous n'allez pas en rougir peut-être, mais défendez-vous. Vous voyez ce que vous laissez à la France? Non, mais je vous dis quelque chose, monsieur, je vais vous faire plaisir. Écoutez, je vais vous faire plaisir. Vous n'êtes pas là pour me faire plaisir, racontez pas de boniment encore une fois. Peut-être vous faire plaisir. Allons-y. Bluff, boniment, moi je vous respecte. Je vous demande simplement, voilà. Sauf que je veux que vous respectiez les Français en ne racontant pas n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai pas besoin du Parti communiste. Non, mais peut-être que ça vous serait peut-être donner des utile conseils en la matière. De temps en temps, monsieur Sarkozy, ça vous fait utile. Je vais vous faire plaisir. Soyez modeste. Je vais vous faire plaisir, monsieur, vous aussi. Je vais vous faire plaisir. Car effectivement, François Hollande a posé une question tout à l'heure. Pourquoi finalement nous avons été sanctionnés au mois de juin dernier? C'est parce que je suis de ceux qui pensent que depuis bien longtemps, nous avons eu le tort de ne pas d'aller assez loin dans la mise en œuvre de la politique de la droite républicaine qu'attendaient les Français. Et figurez-vous, c'est une erreur monumentale de Lionel Jospin de penser qu'il a été élu pour appliquer une politique que personne ne veut. En vérité, nous avons été sanctionnés parce que nous n'avons pas mis suffisamment en œuvre, me semble-t-il, les idées, les valeurs, les convictions et les politiques qu'attendaient de nous les Français. Et monsieur, vous ne serez pas déçus. Ils l'ont échappé belle en juin, les Français, visiblement. Non, mais ça, c'est très important. Juste un mot là-dessus. Oui, parce qu'après Noël Mamère et François Léotard ne sont pas Juste un mot. Monsieur Sarkozy a dit quelque chose de très important. Quelle est la leçon qu'il tire? Non, mais je crois que ça peut progresser, effectivement, pour l'explication auprès des Français. Quelle est la leçon qu'il tire des élections du 1er juin? Il pense que la droite n'a pas été suffisamment libérale, suffisamment à droite, suffisamment conservatrice, suffisamment dure à l'égard de certaines catégories, plutôt favorable à l'égard d'autres. Non, je crois qu'il pense qu'elle n'a pas été assez à droite. Et moi, je crois que si les Français, mais je comprends très bien qu'on ait ce jugement, si les Français ont sanctionné le 1er juin ceux qui se réclamaient du RPR et du LEF, c'est précisément parce qu'ils avaient déjà fait une politique qui était très à droite. Alors, on va écouter François Léotard et puis ensuite Noël Mamère. Non, mais c'était juste ce qui me frappe, c'est que peu d'entre nous, enfin en tout cas je vais essayer de le faire, répondre à votre question, monsieur Poivre d'Arvor. Le chômage. La question était, est-ce qu'il y a une espèce de fatalité du chômage français? Est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre? Je crois qu'il faut bien le dire ici à ceux qui nous écoutent et qui sont légitimement angoissés, c'est nos enfants. C'est quelquefois un chômeur de longue durée qui a un certain âge et qui n'arrive pas à se recaser. Il n'y a pas de fatalité du chômage français. Quand j'entends dire par M. Hull, qui est mal placé pour en juger, ou par M. Hollande, qu'il y a à l'extérieur, en Hollande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, des SDF, de la pauvreté. Il n'y a pas de SDF en France? Il n'y a pas de pauvreté en France? Il n'y a pas ces précarités que vous citez abondamment en parlant des États-Unis? Il n'y a pas de petits boulots en France? Il y a ça plus. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans, alors? Chômeurs. Et donc, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de fatalité française du chômage. Le chômage, c'est un problème économique. Et personne, jusqu'à présent, n'a envisagé la question sous cet angle-là, et certainement pas la coalition qui est au pouvoir. Certainement pas. Quand j'entends M. Hu nous donner des conseils sur ce sujet, je ne vous ai pas coupé. C'est la vérité.
ne faites pas votre marché là, s'il vous plaît. Non, mais essayez d'être vous-même. C'est pas si mal que ça. Et donc, la question, elle n'est pas morale. Ce qui est moral, c'est la question de la solidarité. Ça, c'est une vraie question morale. La question de l'emploi, c'est une question économique. Est-ce qu'on réunit les conditions pour créer des emplois? Et moi, je dis non pour deux raisons. Deux raisons très simples. Hein. Il ne faut pas les chercher midi à 14h. Un, c'est l'ampleur des prélèvements obligatoires. C'est le délire fiscal qui saisit ce pays à partir de son administration et à partir de la gauche, d'ailleurs, généralement. Et la deuxième raison, c'est l'inadaptation. La deuxième raison, c'est l'inadaptation de notre système de formation. Et je crois, pour revenir au régional, si vous me permettez, parce que c'est quand même ça qui nous réunit, qu'on peut trouver des réponses de proximité, des réponses locales à ces deux questions. D'abord, en gelant la fiscalité décentralisée, en la gelant, si l'État l'augmente, au moins localement, on peut la geler, et puis en faisant en sorte... Et en faisant en sorte... Mais non, pas n'importe quoi. Allez voir à Toulon ce que c'est. Allez voir à Toulon, plus 10% en 2 ans. Et d'autre part, en essayant de résoudre la question de l'inadaptation de l'appareil de formation. Ça, c'est le lycée, c'est la formation professionnelle, c'est l'apprentissage. Et il faut que ceux qui nous écoutent se disent, au fond, est-ce que ces hommes-là, et je regrette qu'il n'y ait pas de femmes d'ailleurs, sont en mesure de répondre à ces questions-là? Faire des lycées, faire de l'apprentissage, créer de la formation professionnelle, donner du boulot tout simplement aux Français qui en attendent. Je crois que c'est possible. Et c'est parce que je crois que c'est possible que je suis candidat moi-même. Je précise qu'il y avait une femme invitée qui était Dominique Bonnet. Oui, non, juste pour qu'on soit vraiment pile sur les horaires. M. Léotard et ses interlocuteurs ont oublié une des raisons principales, et moi-même, je ne l'ai pas énoncé. J'attendais que le débat aille plus loin. C'est l'euromondialisme, c'est l'Europe qui est la cause du chômage. Parce que plus il y a d'Europe, depuis 12 ans que je suis au Parlement européen, plus on promet d'Europe et plus on réalise d'Europe, plus il y a de chômage, plus il y a d'immigration, plus il y a d'insécurité et plus il y a de corruption et du reste. Et ça, je voudrais qu'on arrive sur l'euro dans quelques secondes. Je ne vais pas terminer, juste une seconde pour dire que je demande à nos téléspectateurs, qui sont ce soir quelques-uns quand même à écouter, de lire la loi sur les 35 heures. Pur produit de l'imagination socialiste et communiste. C'est illisible. C'est totalement illisible. Et qu'ils fassent ça ce soir, demain, pour s'endormir, ils verront ce que c'est qu'un texte socialiste et communiste. C'est non seulement anti-économique, anti-social, c'est totalement illisible. Et vous verrez que ce sera impraticable. Je comprends que M. Léotard n'ait pas bien compris le texte sur les 35 heures, parce que comme beaucoup d'autres députés, on l'a pas beaucoup vu à l'Assemblée nationale pour enrichir ce texte et pour participer au débat. Oui, j'ai effectivement, au nom du Parti Vert, proposé un amendement qui encourage le temps de travail vers les 32 heures et qui encourage les entreprises qui vont vers les 32 heures. 28. Donc, si vous n'arrivez pas à bien lire ce texte, c'est que, comme M. Sarkozy, on ne vous voit pas souvent à l'Assemblée et que votre boulot de député, vous ne le faites pas beaucoup. Simplement, sortons du simplisme, puisqu'on a parlé de boniment. Depuis 6 mois, je travaille. Depuis 6 mois, j'ai essayé de travailler. J'ai contribué très largement avec mes collègues députés verts à essayer de construire une bonne loi sur les emplois jeunes. J'ai participé activement à la discussion sur la loi concernant les 35 heures. Je travaille maintenant à la préparation de la loi sur l'exclusion que votre majorité a enterrée avec cette dissolution anticipée et sur laquelle nous allons essayer de travailler et d'apporter un certain nombre de choses qui vont contribuer à dissiper ou en tout cas atténuer la souffrance sociale. Car ce que disait M. Léotard tout à l'heure est important dans la mesure où le problème du chômage, c'est pas simplement un problème économique. Puis je crois qu'il faut qu'on arrête ces espèces de jeux de mistigris entre les uns et les autres qui se renvoient la responsabilité du chômage sur le dos. Ce qu'il faut dire, d'une manière très claire pour que les Français comprennent, c'est que si le chômage dans notre pays s'est développé de manière si douloureuse et si inquiétante pour la stabilité de notre société, c'est parce que les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés n'ont pas réussi à apporter de réponse. Monsieur Chirac, oui, mais alors les propositions que vous faites, Monsieur Le Pen, on va y venir et on va voir ce que c'est que de sortir du boniment pour rentrer dans la démagogie et pour voir que ce que vous proposez, c'est vraiment le contraire de la solidarité sociale et que ce que vous proposez, ce n'est rien que de la démagogie à l'état brut. Vous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure de la première cause du chômage qui serait l'immigration, et puis après vous avez ajouté une louche d'euromondialisme, et puis après vous allez nous ajouter une louche d'insécurité, et puis après vous allez nous ajouter une louche de discrimination médiatique, une louche de discrimination fiscale, et vous faire passer pour la victime. Moi, quand je lis votre programme, Monsieur Le Pen, je vois ce que vous proposez. Quand je lis votre programme, Monsieur Le Pen, à la page 157,
ministres sont pour, mais lui est contre. Écoutez votre programme, on peut le lire et le comprendre. À la page 157 de votre programme, vous dites qu'il faut une totale liberté de licenciement. À la page 155, vous dites la fixation libre du salaire entre employeur et employé, c'est-à-dire la fin du SMIC. Vous supprimez l'impôt sur le revenu, alors que vous savez que 80% de l'impôt sur le revenu est payé par 20% de la population et que les plus pauvres sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Et donc, vous êtes en train d'essayer de servir plus les riches que les pauvres. Donc, arrêtez sur ces propositions qui sont démagogiques. Simplement, c'est vrai que M. Chirac, il a été élu sur la fracture sociale et que les chômeurs, sur le mouvement desquels nous avons eu des appréciations diverses, et moi je pense que c'est un mouvement très légitime qui exprimait une douleur sociale beaucoup plus profonde que celle qui est exprimée par ceux qui la vivent. Vous avez trouvé que la manière de Lionel Jospin de régler le problème était satisfaisante? Je trouve que le gouvernement aurait pu répondre avec un peu plus de compréhension. Je pense qu'il s'est bien rattrapé après la première erreur qu'il a commise en réagissant de manière, à mon avis, un peu abrupte. Brutale. Et qu'aujourd'hui, je crois que le Premier ministre et son gouvernement ont compris que derrière la situation exprimée par les chômeurs, il y a des millions d'hommes et de femmes qui se sentent précarisés. Et jamais la fracture sociale n'a été aussi présente dans notre société. La droite a échoué en ne sachant pas apporter des réponses à cette fracture sociale, c'est-à-dire des réponses de cohésion. Eh bien, il faut que la gauche ne se trompe pas et qu'elle y réponde. Et c'est, je crois, très important. En tous les cas, les meneurs du mouvement chômeur se sont mis au garde à vous immédiatement après que Jospin ait parlé. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que des réponses nationales. Et en ce sens, je rejoins ce que disait M. Léotard tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Quand je vois M. Sarkozy attaquer bille en tête à la hache, si je puis dire, comme pour l'église Saint-Bernard avec M. Juppé, les 35 heures, quand je le vois attaquer de manière simpliste les 35 heures, je lui réponds que la loi sur les 35 heures, ce n'est pas la seule réponse à la lutte contre le chômage. Il y a les 350 000 emplois jeunes qui ont été proposés par Martine Aubry, les 350 000 autres dans le secteur privé. Il y a la préparation d'une grande loi sur la ville, d'une loi de lutte contre l'exclusion et aller plus loin dans la décentralisation. Car en effet, les régions ont un rôle extrêmement important dans la formation, pas simplement à la construction des lycées, mais la formation, c'est-à-dire l'insertion par les métiers de l'économique. Regardez, par exemple, il faut que les Français le sachent parce qu'ils sont 1 sur 2 à être dans une association. Le secteur associatif, ça emploie près d'1 million de personnes. Nous, les Verts, nous demandons depuis longtemps qu'on crée dans ce pays, et j'espère que nous l'obtiendrons du gouvernement, un statut pour les entreprises d'utilité sociale et d'utilité écologique. Je pense que dans ce secteur-là, avec la réduction du temps de travail, on peut créer un certain nombre d'emplois et qu'il y a un véritable gisement dans ce qu'on appelle le troisième secteur, c'est-à-dire ce qui est entre le secteur privé et le secteur public. Donc c'est vrai, oui, Monsieur Léotard, il n'y a pas de fatalité du chômage. François Léotard, l'argent que vous voulez prendre, c'est aux pauvres, Monsieur Le Pen, pour le donner aux riches. Il y a 3 convergences avec ce que disait Noël Mamère, notamment sur la dépense. Il y en a une très profonde, et je ne la cache pas, c'est celle qui consiste à dire qu'on gère mieux de près. Et donc la France est aujourd'hui un des rares pays entièrement centralisés, parce que les réformes qui ont été faites sont insuffisantes. Elles ont déjà 15 ans d'âge, un peu plus. Et il faut aller... Non, mais bien sûr, je regrette que nous ne l'ayons pas fait à l'époque. Je regrette vivement. Les uns et les autres de battre votre coulpe. Je crois que nous devons aller beaucoup plus... Vous feriez bien de battre la vôtre. Je crois qu'il faut que nous allions plus loin. C'est une cause à défendre. Ça fait 30 ans que vous cherchez... 14 ans de socialisme. Ça fait 30 ans que vous cherchez à être élu. Oui, écoutez, j'étais élu, vous aviez encore du lait sur le nez. En 1956. C'est pour ça qu'on va limiter le public. Si Dieu vous prédit, est-ce que vous y croyez maintenant? Donc vous faites partie de l'établissement, Monsieur Le Pen. Vous étiez déjà élu lorsque Monsieur Léotard n'était pas toujours dans l'opposition. Différence. S'il vous plaît, nous avons légèrement dévié. C'est que là, il y a un vrai point de convergence effectivement sur ce sujet de la décentralisation. Et c'est la vraie question des élections régionales. Est-ce que nous pouvons aller plus loin? Vous avez peut-être observé ce qu'a fait Tony Blair, qui est à la gauche de l'échiquier politique britannique cet été avec l'Écosse et avec le Pays de Galles. Il est allé très très loin, beaucoup plus loin que nous n'irons jamais, puisqu'il s'agit de la justice et d'un certain nombre de compétences qui sont de niveau national. Mais par contre, je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui dans les domaines de l'emploi, dans les domaines de la sécurité. Je pense à l'aide qu'on peut apporter aux polices municipales. Nous devons aller beaucoup plus loin dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la culture, et que les élections régionales doivent être l'occasion pour les Français, j'allais dire, de se reprendre en main, de reprendre leur pouvoir local et de créer des pouvoirs autonomes qui résistent un peu à cette emprise du pouvoir d'État qui a toujours été en France très forte et trop forte. Je vous pose la question au passage, il est de gauche, Tony Blair?
Il est à gauche de l'échiquier britannique. J'ai pas dit qu'il était... ça serait un bon exemple pour M. Jospin, d'ailleurs, d'aller dans cette direction. Il est à gauche de l'échiquier politique britannique, bien sûr. M. Léotard, c'était Mme Thatcher, votre modèle dans les années 90. Je pense que M. Blair, M. Blair ne peut réussir aujourd'hui que parce qu'avant, il y a eu Mme Thatcher. M. Clinton ne peut réussir aujourd'hui que parce qu'avant, il y a eu M. Reagan. Oui, mais vous pouvez leur dire. Parce que quand on voit la situation que les travaillistes ont laissée en 1979, qui était celle d'un pays paralysé par le délire et l'excès de syndicalisme, paralysé par l'inertie, paralysé par l'ensemble des contraintes qui pesaient sur la société britannique, on s'aperçoit que Mme Thatcher d'un côté, M. Reagan de l'autre, ont libéré prodigieusement leurs sociétés respectives. Et qu'ensuite, il y a des gens de gauche qui sont arrivés, bien sûr, qui ont pu gérer. Ça n'arrivera pas, M. Jospin. Je voudrais qu'on rebondisse sur ce que disait tout à l'heure Jean-Marie Le Pen à propos de l'euro et globalement de votre attitude sur l'Europe. Les uns et les autres, d'ailleurs vous-même, Robert Rue, comme Jean-Marie Le Pen, pour des raisons différentes, vous êtes assez hostile à l'Europe telle qu'on vous la présente. Est-ce que vous seriez, vous-même, Jean-Marie Le Pen, pour une ratification du traité d'Amsterdam par voie parlementaire ou référendaire? D'abord, nous avons été contre Maastricht. Nous sommes donc contre Amsterdam. 92, oui. Nous sommes donc pour, chaque fois que c'est possible, donner la parole au peuple. Et il y a bien longtemps que nous avons réclamé un référendum qui était d'ailleurs promis après Maastricht. Et on avait promis un référendum populaire après les accords d'Amsterdam à venir, en quelque sorte. Et maintenant, on essaye de se défiler. Mais nous sommes dans une position logique. Monsieur Hu et le Parti communiste, eux, sur les estrades, proclament qu'ils sont contre l'Europe et contre l'euro, mais leurs ministres sont à l'intérieur du gouvernement de la gauche plurielle et sont en train de préparer l'euro et de dégager en quelque sorte la France de ses institutions républicaines et nationales au profit de l'euromondialisme. Alors, Robert Rue, justement, d'abord sur le référendum, vous êtes plutôt pour le référendum ou la voie parlementaire? Mais voilà, tout à l'heure j'entendais M. Le Pen d'emblée se situer par rapport au mouvement des chômeurs, aux mouvements sociaux. Il faut que les Français sachent, mais ils le savent maintenant, qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement social important, des grèves importantes dans la fonction publique, en général pour mieux vivre, laissez-moi parler, pour mieux vivre, lorsqu'il y a les chômeurs qui sont en mouvement, eh bien, qui ils ont contre eux? Monsieur Le Pen. Il est contre les gens du peuple, il est contre les gens qui souffrent. Il est contre les gens qui manipulent les chômeurs. Arrêtez. Et qui manipulent les travailleurs. Regardez le mépris qu'il a pour les chômeurs. Ils ont été manipulés, les chômeurs. Vous irez leur dire qu'ils ont été manipulés. Ces gens qui souffrent. Écoutez, laissez-moi. On les reconnaît à la télévision. Ce sont les mêmes que l'on voit dans les manifestations du DAL. Ce sont les mêmes que l'on voit dans les manifestations homosexuelles. Les mêmes que l'on voit dans les manifestations. La violence avec laquelle vous en prenez au Parti communiste, eh bien, me fait penser qu'effectivement, je suis bien du côté des gens du peuple, des plus pauvres et des chômeurs. Que je suis anticommuniste depuis 50 ans. Oui, mais ça, c'est vrai. Vous n'avez pas à le dire, ça, vous le respirez, cher monsieur. J'ai combattu ce régime sanglant et imbécile depuis 50 ans. C'est ça, effectivement. Au niveau du communisme, j'ai entendu ce que vous aviez dit, j'aurais mieux voulu vous entendre sur ce qu'est le nazisme et le détail dont vous parlez en la matière. Je n'ai rien à voir, moi, avec le nazisme. Je n'ai rien à voir avec le nazisme. Vous avez beaucoup à voir avec le communisme. J'ai condamné la Jean-Marie Le Pen et Robert Rue, s'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez terminer sur l'Europe. Je voudrais que M. Le Pen soit avec moins d'ambiguïté, vous entendez les guillemets, à propos du détail, parlons des chambres à gaz. Mais je veux revenir, je veux revenir à la question de l'Europe. Je suis fondamentalement pour la construction européenne. C'est toute la différence qu'il y a avec M. Le Pen. Fondamentalement... Non, je suis pour l'Europe des nations. Je suis pour... écoutez, pour l'Europe des nations. Vous êtes pour le repli nationaliste, vous êtes pour le repli étroit sur la France, et dans des conditions qui ne serviront pas la France. Il faut s'ouvrir aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il faut s'ouvrir sans perdre notre souveraineté nationale. Donc, l'euro ne vous gêne pas.
Et c'est pourquoi, Patrick Poivre, et c'est pourquoi je pense que sur une question aussi décisive pour l'avenir du pays, qu'est l'Europe, l'avenir de l'Europe, la façon dont il faut probablement réorienter cette Europe, il convient qu'il y ait un grand débat national. Il faut consulter les Français. Je ne dis pas voilà ce qu'il faut faire, je dis consultez-les. C'est pour ça que je demande un référendum, et depuis bien longtemps, bien avant M. Le Pen, naturellement. Et c'est évident qu'il faut les consulter. D'ailleurs, 67% des Français, quand on les interroge dans les enquêtes, disent on veut être consulté. Mais l'Europe que je propose, ce n'est pas, et qu'on a proposé d'ailleurs ensemble avec François Hollande, puisqu'on a signé un texte où on dit il faut réorienter l'Europe. Eh bien, cette Europe, ce n'est pas l'Europe des marchés financiers, ce n'est pas l'Europe de la Banque centrale de Francfort qui va nous priver de notre souveraineté nationale, c'est une Europe qui effectivement envisage les coopérations, propose des solutions pour l'emploi, pour sortir des difficultés. Donc voilà l'euro tel qu'il se présente en 99 puis en 2002 vous va bien? Pardon? L'euro, non, mais je sais pas. Vous savez bien que je ne suis pas d'accord sur. Je suis pour une monnaie commune, mais je ne suis pas pour une monnaie unique qui va complètement enfermer la France, je répète, et l'Europe, y compris par rapport à une situation sociale difficile. Il n'y aura plus les monnaies nationales pour réguler d'un État à l'autre. On va à des difficultés. Voilà pourquoi je suis contre. Cela dit, c'est pas une découverte. Avant même que les communistes soient dans le gouvernement de la France, avec le Parti socialiste et les formations de la majorité plurielle, ils avaient cette position. Non, et nous avons le mérite au moins de ne pas changer et de dire clairement les choses aux Français. Nous ne voulons pas tromper, nous le disons à transparence et nous confrontons nos idées. On avance sur l'Europe. Alors, on avance avec les socialistes sur l'Europe. Sur la question référendaire, pardonnez-moi de revenir sur cet éventuel scrutin s'il doit venir. Que ce soit l'essentiel, à mon avis, du débat des élections régionales. C'est quand même l'Europe, c'est quand même une façon de voir. Moi, j'ai le sentiment que les Français, par rapport à ces élections, ils veulent pas un référendum. Là, je pense, pour les élections régionales. Parlons de l'entrée dans l'Europe. Je dis ça quand même, parce que je pense que vous avez fait un débat pour ça. Ils veulent savoir si ces élections seront utiles ou non. Ils ont le sentiment qu'il y a 22 régions qui ne sont pas complètement mobilisées, et c'est vrai qu'elles ne le sont pas par rapport à ce seul enjeu qui est l'emploi, la solidarité, la lutte contre le chômage. Alors, nous pensons qu'effectivement, la décentralisation peut être mieux utilisée et que dans 20 régions sur 22, elle ne l'a pas été assez par rapport à l'éducation, par rapport à la formation professionnelle, par rapport au développement économique, par rapport à la justice sociale, par rapport au cadre de vie. Voilà, ça c'est la question du jour. Alors maintenant, par rapport au référendum, j'y reviens. Dimanche, ce n'était pas anodin, on parlait des chasseurs. Les chasseurs eux-mêmes ont dit qu'ils étaient contre Madame Monet, peut-être aussi, mais contre l'Europe aussi. Oui, mais c'est pas, attendez, c'est pas au moment des élections régionales que l'on va décider du sort de la chasse. Je le dis aussi. La chasse, c'est un problème important dans les zones rurales que je ne sous-estime pas, parce que je crois qu'il y a là des revendications qui sont assez sensibles, qu'on essaye de traiter, le gouvernement essaye de traiter, et convenablement, Madame Voynet notamment et Lionel Jospin, puisqu'on va renégocier la directive européenne là-dessus. Mais Madame Voynet n'a jamais dit qu'elle interdirait la chasse dans ce pays. Je ne veux pas qu'on s'éloigne du sujet. Donc l'Europe est présente. Mais en même temps, c'est pas le sujet ni de l'Europe ni de la chasse au moment des élections régionales. Et vous me posez la question sur le référendum. Nous considérons, et c'est vrai que c'est une divergence que nous acceptons, que le peuple français a voté au moment du traité de Maastricht. Et que pour le moment, nous respectons ce traité, puisque nous allons passer dans la phase maintenant réelle de l'euro, et qu'au mois d'avril, nous aurons fait ce que nous avions dit, c'est-à-dire les conditions pour lesquelles nous acceptions de passer dans l'euro, et au mois d'avril, la sélection des pays sera faite et notre pays sera retenu. Alors moi je comprends certains qui disent mais il faut encore consulter le peuple français. Il reste que maintenant c'est au président de la République d'en décider et il fera ce qu'il veut faire, s'il veut consulter les Français ou pas. Nous avons dit que les Français s'étaient déjà exprimés. Et vous-même, Nicolas Sarkozy, s'il doit vous consulter sur ce sujet, qu'est-ce que vous lui répondez ? Si vous me le permettez, parce que pour clore peut-être la question que vous posiez avant le numéro d'acteur entre le Parti communiste et le Front National, il y a 3 divergences, me semble-t-il, que les Français doivent comprendre, qui sont d'ailleurs à l'honneur du débat démocratique, qu'il y a entre la gauche et nous. La première divergence, me semble-t-il, c'est que cette frénésie du nivellement qui fait, me semble-t-il, préférer à la gauche que tout le monde arrive en retard, plutôt quelques-uns arrivent à l'heure, est une erreur monumentale. Car moi, je pense qu'un véritable projet de société, c'est celui qui permet à chacun d'assurer la promotion sociale de sa famille, avec un système fiscal qui récompense ceux qui prennent des risques, qui ont des initiatives, qui veulent travailler davantage. Il y a une deuxième divergence, me semble-t-il, qui est assez forte, c'est que nous sommes préoccupés dans l'opposition
par les conditions de la création de richesse, nous pensons qu'on peut créer davantage de richesse et que si on crée davantage de richesse, il y aura plus de possibilités de solidarité. La gauche, c'est son droit, mais ce n'est pas du tout la gauche. La croissance. Je le dis quand même, la création de richesse aujourd'hui, c'est sous le gouvernement de Jospin. La stagnation, c'était sous les gouvernements de Juppé. Vous avez tout fait bien. C'est ainsi qu'on peut quand même le dire. François Hollande, François Mitterrand tout fait mal et Jospin tout fait bien, on le sait. Bon, la création de richesse, me semble-t-il, je vous parle de ce qui se passe depuis Lionel Jospin ne se contente pas de gérer, il engage des réformes. Nous pensons que c'est la création de richesse qui permettra la véritable solidarité. Eux pensent qu'il faut répartir la pénurie. Prenez la question des 35 heures. Non, écoutez, les 35 heures, les Français qui nous regardent... Ne soyez pas caricatural. Non mais, pour être caricatural, ça doit être simple, mais pas simpliste. Franchement, si vous me laissez terminer une phrase, monsieur Mamère, si ça ne vous gêne pas, ça permettra d'aller jusqu'au bout de mes idées, puis après vous direz que vous êtes pas d'accord. Ça n'éclaire pas franchement le débat démocratique, parce que le simplisme n'a jamais été la meilleure solution. Je vous ai connu moins d'honneur de leçons. Noël Mamère, vous savez, son argument. Je vous ai connu moins d'honneur de leçons. Alors je vous en prie, vous me laissez vous exprimer comme je le fais pour vous. Je dis que les 35 heures, vous voulez partager le travail de ceux qui en ont, eh bien ils le paieront d'un partage de leur salaire et donc d'une diminution de leur salaire, ce qui est une erreur monumentale. Et enfin, dernier clivage, c'est celui qui consiste à dire il y a une société d'assistance d'un côté, où on se satisfait parce qu'on a donné une allocation, une indemnité, et on exige le silence. C'est tout le débat sur les minima sociaux. Rien à voir. Regardez les emplois jeunes. Et nous, qui disons que chacun a le droit à une formation parce qu'il a le droit et il peut faire vivre sa famille de son travail. C'est, me semble-t-il, 3 éléments majeurs du débat entre la gauche et la droite. D'ailleurs, ce débat entre la gauche et la droite, c'est ce qui permet de faire vivre la démocratie. Et quand ce débat n'existe pas, eh bien nous avons quoi? On a un débat monopolisé par le Parti communiste d'un côté et le Front National de l'autre. Croyez-moi, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Juste un mot là-dessus. Je crois qu'il est utile dans une société. François Léotard est un petit peu en retard. On va d'ailleurs le vérifier. Vous allez le voir à travers le petit décodeur qui va passer. Les téléspectateurs vont voir. Moi, je dis juste un mot. Il est utile qu'il y ait des clivages dans la société française et dans une démocratie. Et je comprends bien que chacun doit défendre un modèle de société ou une philosophie. Pour autant, M. Sarkozy, ne caricaturez pas l'autre camp. Moi, je veux bien croire que vous êtes pour une société d'initiative et que vous êtes prêt à encourager ceux qui, finalement, sont moteurs dans une société. Et je peux comprendre tout à fait ce raisonnement. Nous avons le sentiment qu'il faut qu'il y ait la création de richesse et nous l'encourageons et nous essayons de jouer sur les forces du dynamisme et en même temps qu'il n'est pas possible de faire progresser une société sans la solidarité. Et je crois que ce point-là, est fondamental. Et ne l'opposez pas. Ne l'opposez pas parce que je crois que nous faisons, je pense, et la croissance et la solidarité. J'avoue une très grande faiblesse ce soir, c'est que j'essaie de répondre aux questions que vous posez. Je reconnais que c'est difficile. Mais vous avez posé tout à l'heure une question sur l'euro et on a assisté à un festival extraordinairement hypocrite entre le Front National et le Parti communiste qui, pour des raisons différentes, certainement, mais sont tous les deux profondément hostiles à la construction européenne. Alors, je voudrais que tout le monde... Celle-là, en tout cas. Je voudrais que ça soit bien clair. Nous sommes à l'UDF pour la monnaie unique parce que nous sommes pour la construction politique de l'Europe. Et pour nous, c'est une question essentielle dans les années qui viennent. Essentielle. Où nous sommes capables, nous, Français, d'apporter, comme ça a été le cas avec le général de Gaulle, avec Valéry Giscard d'Estaing, avec les présidents successifs de la Ve République, d'apporter notre pierre à la construction européenne, avec nos idées à nous, notre façon d'être. Et à ce moment-là, l'Europe marchera. Ou alors, si on entend les sirènes du non, qui ont été déjà celles de Maastricht, mais qui seront celles qui porteront sur le traité d'Amsterdam, et ça passerait par un référendum, bien évidemment, où on attiserait les passions des uns et des autres, où l'enjeu ne serait plus approuvez-vous ou non le traité d'Amsterdam, c'est êtes-vous pour ou contre l'Europe, et pour ou contre la construction politique de l'Europe. Nous affichons très clairement les choses, nous sommes pour la construction politique du continent européen. Et que ce continent qui a été meurtri par tant de guerres, tant de haine, tant de massacres, doit aujourd'hui s'assumer politiquement. Et la monnaie est l'instrument majeur de cette construction politique. Et donc nous sommes dans cet objectif. Et encore une fois, la question n'est pas de savoir, et ça je me tourne vers le Parti socialiste qui gouverne aujourd'hui, s'il faut réduire les déficits. Nous avions commencé à le faire, ils essayent de le faire. C'est de savoir comment, c'est de savoir comment, c'est de savoir, monsieur Hollande, comment on le fait. Non, c'est de savoir comment on le fait. On peut réduire les déficits en augmentant les impôts, on peut les réduire en diminuant la dépense. Vous l'avez fait, vous êtes en train d'essayer de le faire en augmentant la fiscalité. Nous l'avons réussi. Oui, ça veut dire que 99, en maîtrisant la dépense.
conséquence et en augmentant l'impôt sur les sociétés, je le reconnais. En augmentant l'impôt sur les sociétés et pas la TVA. Et pas la TVA. Jean-Marie Le Pen. Lui demander dans quel cadre se fera la solidarité si ça n'est pas la nation. Est-ce qu'il pense sincèrement que la solidarité au bénéfice des catégories sociales les plus défavorisées pourra s'organiser dans une Europe dont nous ne connaissons même pas les frontières ni les composantes exactes. Elle s'exerce aujourd'hui, puisque ce qu'on appelle les fonds structurels, qu'est-ce que c'est si ce n'est une aide européenne qui va dans les régions les plus pauvres du continent européen. Donc elle s'exerce déjà aujourd'hui. C'est vraiment une vue de l'esprit de penser que l'Europe, elle se fera nécessairement contre les gens. C'est pas vrai. Elle s'est faite pour les gens, pour les citoyens français. Elle a été bénéfique pour la France. Non, nous perdons dans ce que nous apportons à l'Europe. Nous perdons par rapport à ce que nous versons à l'Europe. Il y a déjà des fonds européens dont bénéficient des régions qui sont en difficulté. C'est nous qui les versons, ces fonds européens. Ils ne viennent pas du ciel. Par exemple. Parce qu'il y a une Europe qui a permis jusqu'à maintenant de réaliser un certain nombre de choses. Nous, les Verts, on est effectivement pour une monnaie unique parce que nous pensons qu'elle sera un des éléments moteurs de la construction européenne, mais nous ne sommes pas naturellement pour dire qu'il faut revoir le traité de Maastricht avec un nouveau référendum. Ça, c'est derrière nous. En revanche, nous sommes extrêmement critiques sur le traité d'Amsterdam, parce que nous disons que cette Europe qui est en train de se construire, qui effectivement a assuré la paix pendant 50 ans, ce qui a été quand même une de ses grandes vertus, n'a pas été capable de trouver les moyens d'harmoniser ses politiques sociales et n'a pas été capable de se doter de structures politiques intégrées qui nous permettront d'accueillir plus tard dans de bonnes conditions tous ceux qui ont été pendant plus de 70 ans derrière le mur de Berlin. Et aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas à construire de nouveaux murs avant d'accueillir tous ceux qui sont européens, qui ont ce grand désir d'Europe. Et je vois en ce moment ce qui se passe autour de nous, au-delà de l'Europe, et qui me confirme dans l'idée qu'il faut que l'Europe soit plus sociale et qu'elle soit plus politique. C'est les menaces qui pèsent sur nos États, sur nos pays, sur la culture, avec l'accord multinational d'investissement, qui est une espèce de logique du marché mondial, du libre-échange, du super-libéralisme sauvage. Vous êtes bien sûr Noël Mamère que dans l'AMI, il n'y a pas des choses favorables dans l'AMI, il y a des choses si l'on accepte les affaires culturelles. Non, mais il peut y avoir des choses intéressantes à condition qu'elles soient régulées, à condition qu'elles soient contrôlées. Si l'Europe n'est pas capable d'apporter une réponse structurée aux projets de l'AMI qui sont en train d'être discutés, notamment par l'OCDE, alors je pense que nous faillirons à notre mission et qu'une fois encore, nous allons nous retrouver avec des logiques de marché contre des logiques politiques. Et je suis très heureux de voir que Mme Trottmann et que le gouvernement soient en train de réagir. Je veux dire que, à propos de ce que je viens d'entendre sur l'Europe et notamment de M. Léotard, je crois qu'il faut regarder, vous dressez là un tableau de l'Europe idyllique. Il y a 18 millions de chômeurs en Europe. Moi, de cette Europe-là, votre Europe ultralibérale, je n'en veux pas, monsieur Léotard. Je n'en veux pas. Alors, je veux l'Europe. Je vais vous dire, je veux une Europe, effectivement, qui apporte une réponse aux questions sociales. Je pense d'ailleurs que sur les 35 heures, ce qu'on propose en France est un élément d'une politique qui pourrait se généraliser au plan européen. Et je crois à cela parce qu'il me semble qu'il faut... Je voudrais dire un mot à propos un mot pas trop, des 35 heures. Oui, mais quand même, parce qu'on est quand même confronté à un problème majeur, c'est le problème de l'emploi. Je ne vois pas d'autre question essentielle que celle de l'emploi. Alors j'essaie d'y répondre. Je crois que le gouvernement français, là, avec les 35 heures, il apporte en partie une réponse à cette question. Attendez, pardonnez-moi, je voudrais terminer ma démonstration. Après, vous poserez votre question. J'aimerais bien vous poser une question sur les jeunes qui vont en Angleterre chercher du boulot, sans problème. Écoutez, parce que les lois françaises leur permettent mais pas ça, de c'est votre tarte à la crème actuelle, et ça ne règle pas le problème. Pas en le niant. Non, mais je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Je dis que c'est votre tarte à la crème actuelle. Je dis qu'actuellement, il faut en France créer les emplois nécessaires. Moi, je pense qu'il ne faut pas une Europe de la spéculation. Et c'est clair. Écoutez, c'est la spéculation financière. Vous n'êtes pas inquiet de voir justement toute cette fuite de cerveau de gens qui vont travailler, qui à Londres, qui à Singapour, mais qui à New York.
nouveau vient après une politique libérale qu'on a connue en France. Mais oui, mais c'est vous, mais c'est votre politique. Mais écoutez, c'est en 8 mois d'un seul coup. C'est en 8 mois d'un seul coup. Écoutez, c'est formidable. Et je vous en prie, monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas bon quand vous êtes comme ça. Eh bien, écoutez, qui pense un seul instant, la fuite, c'est dans l'autre sens. Je voudrais, qui pense un seul instant que c'est en 8 mois que d'un seul coup, il y a eu cette idée de fuir à l'étranger. Il faut modérer d'ailleurs de ce point de vue la réalité des choses. Mais je crois effectivement qu'il faut une autre politique. Il faut la changer, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Il faudra des mesures de structure très rapidement pour qu'elles soient réelles. Quant au petit jeu, monsieur Léotard et Sarkozy, qui consiste à essayer de dire, il y a les deux extrêmes, il y a Le Pen et le PC. Écoutez, je vous en prie, il n'y a pas plus anti-Front National que le Parti communiste. C'est clair, oui, bien sûr. C'est facile. Il n'y a pas plus anti-Front National que le Parti communiste. Donc, oui, mais écoutez, avec ce que vous dites sur les chômeurs, mais les électeurs vont vite regagner effectivement le Parti communiste. Et je relève ce défi, monsieur Le Pen. Il serait bon dans les quartiers populaires qu'il y ait un peu plus de voix communistes et un peu moins de voix Front National. Et je suis là pour ça. Vous pouvez me faire confiance. Vous allez voir l'inverse. Alors Jean-Marie Le Pen, oui, justement, je voudrais s'il vous plaît, moi je crois que nous sommes en train de parler de débats nationaux intéressants, importants. Le débat sur l'emploi monopolise d'ailleurs la vie politique, et il y a quelques sérieuses raisons à cela, mais toujours tout de même dans une perspective d'inaction et d'impuissance. On est obligé de le constater. Mais moi, ce que je crois être aujourd'hui l'inquiétude principale des Français, au-delà même du chômage, c'est le problème de l'insécurité. D'une insécurité qui gagne au fur et à mesure que se désintègre la nation française et que se désintègre l'État français. Alors, la perspective de remplacer l'État national millénaire que nous connaissons et qui nous a protégés pendant tout ce temps par des régions qui, elles, seraient dotées de pouvoirs nouveaux, me paraît tout à fait aberrant. Car le rêve même des Européens de l'après-guerre était celui d'une nation européenne qui, en quelque sorte, se projetterait comme une espèce de grande France pour les Français ou une grande Allemagne pour les Allemands. Eh bien, ce rêve est fallacieux, car l'économie, la mondialisation de l'économie et la politique menée aussi bien par les socialistes, pas les communistes, mais les socialistes et la droite, amènent à se dissoudre dans ce mondialisme. Et quand vous voulez lutter contre l'ami, vous ne le pourrez, car vous y êtes déjà entraîné, et l'Amérique vous contraindra à subir sa loi, et l'Europe qu'il faut bien dire qu'elle domine dans toutes sortes de domaines, y compris dans le domaine de sa défense, si tant est que nous en ayons encore une. Monsieur Léotard a été ministre de la Défense, il pourrait nous répondre sur ce sujet. Eh bien, nous avons déjà passé le stade de l'Europe dont rêvaient ceux d'après-guerre. Nous sommes actuellement entraînés par une espèce de torrent qui est en train chez nous de tout détruire, y compris le moral des Français et le moral des jeunes. Et c'est pour ça qu'ils s'en vont. Ils s'en vont au fur et à mesure que les immigrés rentrent, les Français s'en vont. François Léotard. Ça faisait longtemps. Oui, ça a duré 30 ans et ça continue. J'ai donné la parole à François Léotard. Vous permettez, François Léotard. Monsieur Le Pen, on n'est pas dans un meeting. D'abord, on essaye de réfléchir sur une question qui nous est posée. C'est pas un meeting. Non, mais tout ce que vous dites, on sait très bien. Ça fait des années que vous le dites. Mais vous aussi, on vous voit tout le temps à la télévision. On sait très bien ce que vous pensez. J'essaye de faire en sorte que l'image que vous donnez de l'Europe ne soit pas la caricature que vous présentez. L'Europe, c'est un continent d'abord de civilisation. Ce que nous avons fait avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, c'est un des chefs-d'œuvre de civilisation de l'histoire humaine. Vous ne l'apprenez pas. Non, mais je crains que vous l'ayez oublié. Vous êtes en train de présenter de la construction européenne depuis la guerre une caricature qui est celle du Front National, c'est-à-dire à savoir des nations, si possible d'ailleurs assez petites, en lutte les unes contre les autres, se haïssant cordialement, parce que l'idée du Front National, c'est que le voisin est toujours dangereux, et faisant en sorte que, au fond, on n'arrive jamais à harmoniser l'ensemble du continent. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous ferons. Et je crois que la question régionale qui nous est posée aujourd'hui, elle débouche sur l'Europe, puisque tous les pays qui sont autour de nous sont des pays fédéraux.
ou en train de le devenir. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est en partie le cas de la Grande-Bretagne, et je souhaite que la France aille dans cette direction. Si elle veut résoudre une partie des difficultés qui sont les siennes, si elle veut traiter ses défauts, ses propres défauts, la centralisation, le poids de l'État, la fiscalité excessive, c'est probablement en donnant aux régions françaises une dimension politique qui leur permette d'entrer dans l'Europe. Je rappelle un chiffre. Je rappelle un chiffre. Le budget de la Catalogne, c'est 50 milliards. Le budget de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 4 milliards et demi. C'est-à-dire 10 fois moins. Et Noël Mamère et ensuite Nicolas Sarkozy. Oui. Je pense avoir un peu de retard. Non, c'est François Hollande qui en a un petit peu là. Bien sûr, une seconde. C'est pour dire en un mot à M. Le Pen que, effectivement, les idées qu'il nous avance depuis je ne sais plus combien d'années, je ne les compte plus depuis le temps qu'on le voit les répéter sur l'immigration, l'insécurité, la mondialisation. Oui, mais ça continue, ça augmente. Alors, effectivement, depuis le temps que vous nous dites que les immigrés envahissent la France, je finis par me demander d'ailleurs s'il n'y a pas plus d'immigrés que de Français dans ce pays. Il y en a de plus en plus. Monsieur Mamère. Tout ce que vous dites là. Même à Bègle, je pense. Bien sûr qu'il y a des immigrés à Bègle. Il y en a de plus en plus. Français et qui sont très heureux d'être béglés aujourd'hui et qui sont très bien intégrés. Et quand vous nous dites, de manière absolument démagogique, que l'on veut fondre l'idée de la nation dans celle de la région et celle de la région dans celle de l'Europe, et que tout ça, c'est la cause de tous nos maux. Non. Vous nous dites que la nation ne peut plus résister au rouleau compresseur de la mondialisation, de l'Amérique et de l'Europe. Eh bien, au contraire, l'Europe, comme on l'a prouvé depuis maintenant 50 ans, elle a été un des éléments stabilisateurs de notre vieux continent et de nos États-nations. Et c'est une des grandes forces d'un certain nombre de responsables politiques. Je pense en particulier au chancelier Kohl. Lorsqu'il a choisi d'accélérer la réunification de l'Allemagne, il a accroché l'Allemagne à l'Europe et l'idée de nation à l'idée d'Europe. Et aujourd'hui, l'Allemagne est en train de réussir cette ouverture. Et je pense que nous devons nous attacher très fermement à cette idée européenne parce que c'est pour nous la possibilité de sortir d'un certain nombre de crises que vous êtes en train de dénoncer. Et l'insécurité, pardonnez-moi, monsieur Le Pen, elle n'a rien à voir avec l'Europe, elle n'a rien à voir avec l'immigration, elle a à voir avec la pauvreté, elle a à voir avec l'absence de travail. Un dernier mot donc sur ce sujet européen qui n'est pas médiocre, puisqu'il conditionne beaucoup le sujet français. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. Je pense vraiment que le choix européen est un très bon choix. D'ailleurs, au-delà des grandes querelles théoriques, philosophiques ou culturelles, il y a un exemple qui peut nous faire comprendre que c'est un très bon choix pour notre pays. C'est que depuis qu'on s'est lancé dans la construction européenne, aucun pays n'a voulu en sortir, alors que beaucoup veulent y rentrer. Le choix européen est donc un choix essentiel pour la France. Mais je voudrais y amener juste un mot de commentaire. C'est que si on croit à l'Europe, et je rejoins parfaitement François Léotard, on doit accepter l'idée qu'on doit faire converger les pays dans le même sens. Autrement dit, la France ne peut pas matraquer l'épargne alors même que tous les autres pays européens allègent la fiscalité. Parce que faire l'Europe et en même temps matraquer l'épargne et la fiscalité, c'est faire la fuite des capitaux et des richesses ailleurs. Prenez l'exemple de l'immigration. Noël Mamère, je ne le prends pas, moi, sous l'angle qui a été évoqué. Regardez le traité d'Amsterdam. Le traité d'Amsterdam dit quoi? Il dit, finalement, les pays européens, les pays riches européens, sont confrontés au même problème de flux migratoire. Mettons-nous ensemble pour résister à cette pression migratoire et pour aider les pays en voie de développement à se développer, ce qui est la seule bonne solution. Mais finalement, comment se fait-il que notre gouvernement nous propose aujourd'hui de faire l'Europe et propose en même temps aux Français une politique d'immigration laxiste, si évidemment contraire avec ce que font toutes les autres grandes démocraties européennes qui ont, sur la question de l'immigration, des politiques plus restrictives. Donc, voyez-vous, mon choix européen est complet. Mais alors, allons jusqu'au bout de l'idée européenne. Faisons les mêmes choix économiques, les mêmes choix fiscaux. Et c'est pour ça que je suis pour l'Europe, outre la paix et la création de richesses. Parce que l'Europe met en concurrence les systèmes fiscaux et les systèmes étatiques et évite à un pays de tomber sous les fourches caudines d'une majorité de passage. Un dernier mot sur l'Europe, ce sera François Hollande. D'abord, essayons de voir clair. La France, elle est dans le monde, elle est ouverte au monde et il en est très bien ainsi. Pourquoi ? Parce que nous avons tout à gagner à cette ouverture-là. Nous sommes le 4e exportateur mondial. Nous vendons plus à l'étranger que nous n'achetons de l'étranger. Nous sommes une puissance grâce au monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être conquis par le monde. Donc l'AMI ne vous inquiète pas. Et c'est pour ça qu'il faut
sur un certain nombre de points, fixer des points d'arrêt, et notamment sur les industries culturelles, sur un certain nombre d'industries naissantes, sur un certain nombre de secteurs sur lesquels il est très important que la nation se retrouve. Mais le monde ne doit pas nous faire peur, nous avons avantage à être dans le monde. Sur l'Europe, ensuite, quel est le sens de l'Europe? Il peut y en avoir deux, et là aussi on peut avoir un clivage. M. Sarkozy, M. Léotard ont davantage parlé d'épargne de capitaux. Moi je dis, l'Europe, ça doit être une Europe de l'emploi et de la croissance. Et ce que nous avons fait depuis 8 mois précisément, et notamment au sommet de Luxembourg, c'est de redonner un contenu en termes d'emploi à l'Europe. Et je pense que c'est ça le grand mérite de ce qui s'est produit depuis 8 mois, essayer de changer l'orientation de l'Europe en amenant les pays qui en ont d'ailleurs parfaitement convenu, parce qu'il y a quand même 10 pays d'influence socialiste ou sociodémocrate en Europe, et qui se retrouvent extrêmement bien derrière nos préoccupations d'emploi. Deuxièmement, l'Europe, elle peut être un territoire de solidarité entre les pays, c'est-à-dire de pouvoir aider des régions qui sont pauvres, aider au développement économique, aider aux reconversions. Mais l'Europe ne peut pas être, à mon avis, le territoire de la solidarité entre les individus. Ça appartient à la nation. C'est dans le cadre de la nation qu'il faut s'organiser. Et là, on peut avoir deux conceptions, une conception plus libérale, une conception plus solidaire. Et c'est dans la nation qu'il faut retrouver des éléments de solidarité. C'est ce que le gouvernement de Lionel Jospin fait dans ce cadre. Alors, on va clore les uns les autres ce chapitre européen. On va regarder maintenant un aspect du sondage, des questions qui étaient posées donc par Le Monde et TF1 à travers la Sofres, et qui concernait donc les intentions de vote. Ça, vous les connaissez, donc pour la gauche plurielle 43%, c'est-à-dire à peu près en gros ce qu'elle a obtenu en mai dernier. L'UDF-RPR 32%, c'est-à-dire 3,5% de moins que ce qu'elle a obtenu aux dernières législatives. Et puis en ce qui concerne le Front National, 16%, c'est-à-dire un peu plus que ce qu'il a obtenu aux dernières législatives, donc il y a tout juste 9 mois. J'ajoute pour les précisions qu'il y a divers écologistes, donc ils ne sont pas les écologistes verts, des écologistes indépendants, disons, 6% et 3% pour l'extrême gauche. Et puis il y a une autre question qu'on avait posée, à savoir, est-ce qu'il faut qu'il y ait un accord UDF-RPR, donc de la droite classique, avec le Front National pour aider, par exemple, l'accession à une présidence de région ou le maintien d'une présidence de région? Oui, disent 17% des Français. Non, à une très grosse majorité, donc disent 77% des Français. Sans réponse, 6%. C'est intéressant de regarder comment ça se passe du côté des électeurs UDF-RPR. Vous le voyez, ils répondent pratiquement vraiment à la virgule près, à la décimale près, à la même question de la même manière. Alors, je vais vous poser la question, Jean-Marie Le Pen. Vous êtes pour des accords entre l'UDF et le RPR pour obtenir des présidences de région, pour en maintenir, pour en garder? Nous sommes partisans d'écouter le peuple français. Il y a des élections, on interroge le peuple français, bien qu'il soit bien désinformé tout au long des semaines et des mois, mais la campagne électorale doit lui permettre, pour peu qu'il s'y prête, à comprendre un certain nombre de choses et voir un certain nombre d'analyses et de solutions qu'il n'a pas l'habitude de se voir présenter. Car je note que notre progression par rapport aux élections précédentes se fait malgré tous les handicaps dont j'ai parlé. Et encore, je n'ai pas parlé de persécution judiciaire, ni de beaucoup d'autres bâtons qu'on nous met dans les roues. Mais le peuple français, lui, ressent la réalité des choses. Aussi bien la réalité du chômage, qui ne passe pas seulement par les comités de chômeurs, aussi bien que la réalité de l'insécurité qui gagne l'ensemble du pays. Et cette crainte, c'est nous qui l'interprétons. Elle ne nous fait pas plaisir, mais c'est notre fonction politique que de l'interpréter et de la mettre sur le terrain politique. L'exclusion dont est victime le Front National est un élément qui empêche la démocratie française de fonctionner. Nous devrions avoir le même accès que tout le monde au débat. Nous proposons nos solutions, libre à chacun de les juger frustes ou réactionnaires. Au moins, nous devons pouvoir les présenter. Je rappelle que vous êtes ici, Jean-Marie Le Pen, sur une chaîne indépendante, et que vous avez eu, il y a encore 10 jours, la possibilité de vous exprimer il y en a dans l'émission la plus importante politique tous les 5 ans, je sais bien, et le public s'en aperçoit. Mais pour répondre à votre question, le Front National a dit, bien évidemment, aucune possibilité d'accord quel qu'il soit
avec des gens qui se livrent, à droite, entendons bien, à des attaques systématiques contre le Front National, comme par exemple François Léotard, qui se donne comme objectif principal, au-dessus de l'Europe, au-dessus de tout, de battre le Front National. Et de le faire, y compris avec le Parti Socialiste ou le Parti Communiste, comme l'a fait avant lui M. Gaudin, comme l'a fait avant lui M. Gaudin. Vous êtes directement interpellés les uns Nous et les disons autres. qu'il y a une logique, aussi bien au cantonal qu'au régional. C'est la logique des regroupements. Parce que, certes, l'élection est proportionnelle, mais il faut bien avoir une majorité dans l'Assemblée. Il faut bien avoir. 5 jours après, il y a l'élection du président. Il faut bien avoir une majorité. Vous êtes rendu aux arguments. Mais pas du tout, monsieur Maigret exprime la ligne du mouvement comme je le fais moi-même. Il n'y a aucune, je savais que ça vous ferait plaisir, mais il n'y a aucune divergence entre nous. Et nous disons, que nous, si nous arrivons en tête, eh bien, nous serons candidats. Et on verra bien si la gauche et la droite s'unissent comme ils l'ont fait, espèce de gigantesque parti social-démocrate qui gouverne depuis 25 ans avec les échecs que l'on sait. Chacun aura pris ses responsabilités. Nous sommes prêts, en quelque sorte, homme pour homme, ou président pour président, à procéder à un échange, si vous voulez bien, qui nous permette aussi, ce qui serait naturel, d'avoir une voix qui nous a été retirée. Nous avions un député pour 3 500 000 électeurs. On nous l'a invalidé. C'est le Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la Bible, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les tables de la loi. C'est une assemblée politicienne, exclusivement politicienne, et dont le président lui-même n'est pas au-dessus de tout soupçon. Par conséquent, ne nous référons pas à cet exemple. Ce qui est vrai, ce que voient les Français, c'est que ceux qui ont voté pour le Front National ne peuvent pas s'exprimer de façon démocratique dans le pays. Et vous êtes tous d'accord, tous les 5, plus ou moins. Mais enfin, tous les cas, M. Léotard et M. Hu, et M. Mamère, sans doute, pour nous tenir à l'écart de la vie politique, au nom de je ne sais quelle diabolisation, au nom de je ne sais quelle... Jean-Marie Le Pen, je vous rassure, les uns les autres, d'ailleurs, on va regarder, Jean-Marie Le Pen, on va regarder ce que sont les chiffres, pour l'instant, qui vous, d'ailleurs, mettent en tête, en ce qui concerne le nombre de minutes. Donc, vous voyez que, pour l'instant, le temps ne vous est pas, disons, chichement retiré. Alors, je voudrais avoir les réponses, maintenant, de François Léotard et de Nicolas Sarkozy sur ces alliances possibles, puisque Jean-Marie Le Pen vous fait, au fond, une proposition d'échange. Sans ça, ils sont battus, d'ailleurs. Mais ils sont dans leur âme. On voit dans la démarche verbale de M. Le Pen, on voit bien que c'est un homme de la 4e République. C'est assez extraordinaire parce qu'il parle d'arrangement, de combinaison. Oh non, ne me parlez pas de ça. C'est vraiment. Vous êtes la classe politique la plus corrompue de l'histoire de France. Et vous, François Léotard, et alors, c'est un combinard. Laissons parler François Léotard. Le problème de Le Pen, c'est que c'est un combinard. Vous osez parler de combinard alors que vous en avez jusqu'au coude. Et c'est un combinard curieux d'ailleurs, parce que vous savez, tout ce qui se fait dans les coulisses, c'est bien. Ce qui se fait au grand jour, ça c'est différent. Et la victimisation, ce qu'il vient de dire, je suis une pauvre victime du monde médiatique, est une attitude constante du Front National. Mais s'ils s'en prenaient un peu à eux-mêmes et à lui-même, celui-là, s'ils s'en prenaient un peu à lui-même en disant que lorsqu'il insulte le Conseil constitutionnel, lorsqu'il traite les journalistes comme il le fait, bien sûr qu'ils n'ont pas envie de le réinviter, lorsque sans arrêt il insulte la communauté juive, lorsqu'il parle des homosexuels avec le délire qui est le sien, sans arrêt. Mais où avez-vous pris ça? S'il cessait d'être comme ça, peut-être il y aurait des lieux dans lesquels on l'écouterait. Le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas d'un accord avec M. Le Pen. C'est clair, lui, il est candidat à la présidence de la région. Il ne sera pas en tête, d'abord. Vous êtes dans la même région. Et il ne sera pas en tête. Même tête de liste. Vous n'en savez rien. Nous y veillons. Sa campagne en hélicoptère, d'ailleurs, est assez grotesque. Et nous faisons en sorte qu'il ne soit pas en tête. Et vos campagnes au Liban, est-ce qu'elle n'était pas grotesque? Le jour du 15 mars. On va régler le problème à gauche. Ce que je crois, c'est que nous saurons, le RPR et l'UDF, avec les gens raisonnables, avec les braves gens de cette région, faire en sorte que nous arrivions en tête et que ce soit ainsi que se fasse l'élection du président du Conseil régional. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Alors nous récusons toute alliance avec le Front National. Et vous voyez bien que les Français nous rejoignent. Et tout simplement parce que ce qui est dit par le Front National n'est pas reçu par les Français, c'est tout. Et qu'ils ont qu'à s'en prendre
répondre quand même, hein, je veux dire, c'est Bien, leur nous problème. allons voir Voilà ça la aux réponse, élections. la réponse du RPR sur ce sujet-là. Nous allons voir ça aux Sur les élections. d'une éventuelle alliance Non, le monsieur vendredi Poivre, qui moi, suivra. moi, je voudrais l'élection. vous dire très sincèrement, d'abord que je commence à en avoir un peu assez, que nous recevions des leçons perpétuellement sur ce sujet. Monsieur Mamère, tout à l'heure, a commencé en disant, là, on va voir ce qu'on va voir, on va poser des questions, on va voir s'il y a alliance. Bah oui, c'est normal qu'on vous Je voudrais pose dire, la monsieur question, parce qu'il y a Mamère, déjà d'abord, une alliance que dans certaines régions, sur le monsieur plan Sarkozy. des alliances avec le Front National, quand on est dans une majorité avec les communistes, on n'a aucune leçon à nous donner. Ça n'a rien à voir. Deuxièmement, Le Parti communiste il n'est y pas a- un parti républicain. Pardon. Le Parti communiste n'est pas un parti Excusez-moi, raciste comme l'extrême je droite. termine. Le C'est un parti qui a fait 100 millions de morts. Le Parti communiste n'est- le Parti 100 communiste millions français de n'est pas morts un en parti 70 qui- ans. n'est pas un Je parti combat cette qui combat les monstruosité. valeurs de la République. Puis-je terminer Attendez, on n'a Moi, pas, j'ai rien à on n'a voir pas avec les écouté nazis, la je réponse. veux dire, avec les nazis, vous Les savez. uns et les autres. Rien On n'a à pas voir. écouté la réponse de Nicolas Sarkozy. Non, mais je vois que l'argument a fait mouche. Non, vous Je ne pouvez pas demande- mettre en du tout. équivalence Ne mettez pas le la- Parti communiste et le Front C'est National. évident, C'est un ça. argument Je qui ne vois- peut pas être reçu. je vois- Et vous le savez très Mais bien. pourquoi, monsieur Hollande? Non, mais attendez, C'est parce que le Parti communiste a toujours respecté les lois républicaines dans Le ce Parti pays. communiste Le Parti a communiste n'a toujours jamais tenu de respecté les propos lois racistes. républicaines. Le Parti communiste n'a Est-ce jamais que tenu c'est de propos antisémites. est-ce que c'est pour Les cela uns et les autres, s'il vous plaît, encore une fois. Est-ce que c'est pour ça que le gouvernement est-ce que c'est pour ça communistes qui Est-ce que c'est pour Vous étiez du côté de Vichy. Mais vous êtes cinglé, vous êtes Alors, malade. s'il vous plaît, j'ai l'impression que Vous êtes malade, Gabriel Péry, c'est les balles nazies. Oui, monsieur Le Pen, nous n'avons pas écouté la fin de la réponse de monsieur Sarkozy. S'il vous plaît. Monsieur Le Pen. Monsieur Écoutez, monsieur moi Sarkozy. j'essaye de respecter clown, mes interlocuteurs. S'il vous Je plaît, vous dis, s'il vous plaît, les uns et les autres ont pu se laisser entendre. Et je regrette vraiment. Monsieur Hu et monsieur Le Pen, s'il vous plaît, On a eu des débats écoutez. ensemble qui n'étaient pas de ce niveau. Monsieur Huy, monsieur Mamère, si vous imaginez que je vais Sortez mettre de la mon drapeau provoque. dans la poche parce que vous élevez la voix, vous Non, vous je ne trompez lève pas la voix. lourdement. Je vous dis simplement, Je veux soyez donc dire, raisonnable et je veux sortez donc de dire, la caricature. dans une démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut. Je veux dire deux choses, que jamais nous n'aurions connu au mois de juin dernier la majorité plurielle au pouvoir si vous n'aviez pu bénéficier les uns et les autres du soutien tacite du Front National dans 70 circonscriptions. Que cela vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est la vérité. Deuxièmement, Deuxièmement, non, mais restons sur cet argument. Monsieur Expliquez-nous, quelle est l'explication On va terminer sur les c'est trois extraordinaire. arguments de Nicolas Sarkozy, puis vous les détaillerez. S'il vous plaît. Les candidats de la gauche ont fait appel aux On nationales. termine parce que là, on n'a pas répondu à la question. Et quand il ne s'est pas maintenu, Monsieur il a Hollande, donné un c'est désistement. maintenant pour vous Mais faire je prends élire. parti monsieur Le Pen. Vous avez bien donné un Mais c'est désistement à 12 députés de droite. Monsieur Hollande. À 12 députés de droite qui vous avaient donné des gages. Laissez, s'il vous Vous l'avez plaît, fait. Il ne l'a pas fait terminer pour les députés de le droite. secrétaire général du RPR parce qu'on n'a pas Ce entendu qui sa est réponse et on ne extraordinaire. connaît surtout pas la réponse définitive. C'est S'il vous plaît. l'intolérance inadmissible dont font preuve et M. Mamère et M. Hollande en la matière. Parce que j'ai le malheur de dire ce que je pense. Libre à vous de ne pas partager mon opinion. Encore une fois, je ne me laisserai pas impressionner Vous par êtes vous. secrétaire général d'une Troisième- grande formation politique, monsieur Attendez, Sarkozy. mais Alors, monsieur, d'un peu plus. Mais on n'est pas dans un toujours pas de congrès. réponse. On n'est pas Je n'ai toujours pas de réponse à la question qui a été On n'est posée pas dans un aux congrès. Français, donc il est intéressant de connaître l'avis du numéro 2 du RPR. S'il vous plaît, laissez M. Sarkozy Je terminer. continue donc très tranquillement sans me laisser impressionner. Je voudrais dire une troisième Mazot, chose, ça vous aurait plu, c'est ça. qu'il n'y a aucune raison, d'aucune sorte, que dans aucun endroit, nous ne pratiquions d'alliance avec le Front National. Pour une raison très simple, et si vous m'aviez terminé, j'aurais pu le dire plus tôt, pour une raison très simple, c'est que nous ne partageons pas sur un certain nombre de sujets très importants les mêmes valeurs. Je prends l'exemple de l'immigration. Je suis pour une politique d'immigration très restrictive. Mais je suis pour une politique d'immigration très restrictive pour des raisons économiques, sociales et politiques. En aucun cas, et d'aucune sorte, pour des raisons raciales ou racistes Nous non que plus. j'aborde. Nous non plus. Je vous dis donc, Monsieur Poivre d'Arvor, que, Nous non au plus. même titre que François Léotard pour l'UDF, s'agissant de Philippe Seguin et de l'ensemble du Rassemblement pour la République, nous ne ferons pas d'alliance avec le Front Donc il n'y aura pas la National. moindre tractation entre le dimanche de Ni l'élection et le avant, vendredi de l'élection ni présidentielle. pendant, ni après. Et je souhaiterais la même clarté de la part de ceux, je le répète, qui sont aujourd'hui écoutez, aux responsabilités du gouvernement par l'alliance tacite entre le Front National Alors, et la on va gauche. avoir la réponse et de qui François accepte Hollande, le premier partage secrétaire du du goulag. PS. Ça a été explicite. François Non, Hollande. je l'ai C'est le déjà pacte dit. du goulag. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Comme M. vous n'avez pas Sarkozy, dit sur cette table, vous pouvez le je faire. l'avais dit même hier dans cette même chaîne, mais je vais le faire. C'est vrai que vous Et en encore- faites de la télévision. Écoutez, ça peut tout arriver. le monde en C'est fait arrivé, beaucoup, apparemment, c'est arrivé à c'est d'autres. Vous n'allez pas vous Et vous plaindre, y avez même monsieur quelquefois Sarkozy. sombré, M. Sarkozy. Donc, j'ai dit. suivez pas mon exemple. Non, c'est vrai. Vous faites bien de me mettre en garde. J'ai dit donc que jamais,
dans la situation où nous n'aurions pas la majorité relative, c'est-à-dire dans la situation où vous seriez en situation de majorité relative et pas nous, nous avons dit que nous ne revendiquerions à aucun moment une présidence de région et que de ce point de vue, vous ne pouvez pas répéter à chaque fois la question car vous connaissez maintenant la réponse. C'est le pacte de la bande des quatre. Mais c'est le pacte de la bande des alliances. On n'a pas entendu Robert ni Noël Mamère. Je veux dire à M. Sarkozy que tout le monde ne tient pas son discours au RPR ou à l'UDF pour M. Léotard. J'ai lu dans le Figaro Magazine, j'ai de bonnes lectures, M. Sarkozy. Eh bien, j'ai lu que M. Philippe Vasseur ne ferait pas éventuellement, hypothèse absurde, s'il gagnait dans le Nord-Pas-de-Calais, le tri des voix avec celle du Front National pour effectivement avoir la présidence de région. Voilà, et les RPR. Jacques Blanc, pareil, monsieur Léotard. Vous répondez Jacques Blanc qu'il l'annonce et qu'il l'a déjà fait. Il y a au moins un sujet, on est tous d'accord. Monsieur Godin, c'est que le Front National et le Parti communiste, ça vaut pas mieux. Monsieur Blanc l'a déjà fait. Et monsieur Godin l'avait fait aussi. Bien sûr. Monsieur Léotard, ça vaut pas mieux. Le Front National et le Parti communiste, ça vaut pas mieux. Difficulté à s'entendre avec lui-même. Il n'y a plus que lui à l'UDF. J'ai été très heureux d'entendre M. Léotard et M. Sarkozy répondre de la manière dont ils l'ont fait. Maintenant, la question, c'est de savoir s'ils seront capables d'imposer à leurs troupes l'attitude qu'ils ont proposée ce soir. Écoutez, récemment, j'étais dans un débat. Et les Français, c'est pas difficile. C'est pas les sondages, les Français, c'est les élections. Où le représentant du Front National a proposé au candidat de la droite, RPR, une alliance, et je n'ai pas entendu le candidat de la droite, RPR, répondre par le refus. Mais M. Maigret l'a fait hier. Quant à M. Le Pen, qui n'arrête pas de tirer encore une fois... Et pourtant, le Front National n'a pas un seul mort à se reprocher. C'est la bande des 5. C'est pas 100 millions, et pas un seul. Et M. Le Pen qui nous parle de corruption. Eh bien, M. Le Pen qui arrête pas de nous dire main propre, tête haute, il faudrait quand même qu'il avoue qu'il y a un certain nombre des siens qui ne sont pas plus reluisants que d'autres. Monsieur Laurent Mirabeau, financier de Monsieur Le Pen, 11 mois de prison à Monaco, condamné en 1994 pour escroquerie. Monsieur Guillaume Lerbet, beau-frère de Jean-Marie Le Chevalier, 2 ans avec sursis pour abus de biens sociaux. Monsieur Claude Jaffre, conseiller régional du Front National, condamné pour usurpation de fonction. Monsieur Marc Liouin, responsable du Front National, condamné pour emploi de clandestin. Monsieur Jean-Marie Le Pen lui-même, condamné par le tribunal administratif pour des pénalités de mauvaise foi pour oubli de ses plus-values boursières. Monsieur François Nicolas Schmitt, secrétaire général du mairie, mis en examen pour détournement de fonds. Je suis obligé de vous dire que je vais vous poursuivre, qui est mis en examen. Et je vous ferai condamner comme vous, faites-moi poursuivre, monsieur Le Pen. Je n'attends que ça. Car je vous ai fait condamner. Et vous êtes mis en examen, monsieur. Vous m'avez pas fait et vous êtes mis en examen. Vous êtes mis en examen pour la GIFCO. Et les détournements, et le racket, c'est du baratin. Vous avez les mains aussi sales que ceux que vous dénoncez. Et je vous demanderai raison de cela devant les tribunaux. Je vous ferai condamner comme vos amis. Les uns déjà rendus les uns et les autres. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Je crois que vous nous donnez une transition pour justement évoquer ce que vous pensez de la justice et de la coupure éventuelle du Crédit Lyonnais, ni d'Urbain. Mais monsieur Le Pen, beaucoup s'interroge sur la provenance des fonds qui garnissent vos coffres-forts à Saint-Cloud et ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, n'en rajoutez pas là-dessus, c'est bien clair. Vous vouliez dire ça de quoi alors, je serais à la réalité. Attaquez-moi en justice. Vous êtes venu dans mes coffres pour voir ce qu'il y avait. Mais il y en a trop, vous le savez bien. Je suis pas dans la chasse dans les banlieues. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous avez votre coffre-fort à Saint-Cloud et ailleurs, non? Monsieur, au lieu de soliloquer les uns les autres, profitons-en, s'il vous plaît. Je vous poser la question justement de la coupure. Qui paraît un peu plus intéressante. La question que je posais sur l'indépendance de la justice. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou qu'au contraire on est en train d'aller discrètement ou assez dangereusement vers un gouvernement des juges? J'admets bien volontiers que c'est un sujet technique et assez complexe. Moi j'estime que non seulement c'est le droit de l'État, mais je voudrais dire que c'est son devoir d'avoir une politique pénale sur l'ensemble du territoire national par l'intermédiaire des instructions que le gouvernement donne au parquet. Pourquoi? Non, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'on est en droit d'être jugé dans les mêmes conditions que l'on fasse un excès de vitesse, un crime ou un délit sur l'ensemble des départements de la République française. Et je ne voudrais pas que parce qu'il y a eu des affaires, parce qu'il y a eu des instructions, on mette à bas tout le système judiciaire français
C'est le devoir de l'État d'avoir une politique pénale. Et je voudrais dire d'ailleurs de ce point de vue qu'on ne doit pas jouer avec la justice. On ne doit pas raisonner uniquement parce qu'il y a une ou deux affaires. Ce qui compte, depuis la réforme de 1994, il ne peut pas y avoir dans les dossiers sensibles d'instructions du garde des Sceaux au parquet autres que des instructions écrites et versées au dossier. C'est une réforme qui a été faite à l'époque du gouvernement Balladur et je crois que c'est une très bonne réforme. Ça serait une très grave erreur que le gouvernement, majorité sortie des urnes, ne puisse impulser dans le pays la politique pénale qu'il souhaite. Car si ce n'était pas le gouvernement qui mette en œuvre cette politique pénale, alors qui le ferait? Et selon quelle légitimité? Et au nom de qui? Le peuple élit une majorité, de la majorité sort un gouvernement, ce gouvernement impulse une politique pénale sur l'ensemble de la République française par l'intermédiaire des magistrats du parquet. François Hollande, il y a un projet qu'actuellement est en train de travailler. Les Français ont eu des doutes profonds sur leur justice. D'abord sur ses moyens de fonctionnement, sur sa qualité, politique, sur la sincérité des jugements, sur effectivement la confusion qu'ils pouvaient sentir entre les politiques et en définitive les juges. Voilà pourquoi il est apparu au gouvernement de Jospin et à la majorité qu'il fallait aller très loin dans la réforme de la justice. D'abord, lui donner plus de moyens. Première condition de son épanouissement et de son indépendance. Deuxièmement, avoir une politique pénale, c'est vrai, sur le plan de l'orientation générale, mais en même temps, de couper tout lien entre la chancellerie, le ministère de la Justice, et les parquets, c'est-à-dire ceux qui instruisent l'action publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de politique pénale au plan général, ça veut dire que sur des affaires particulières, individuelles, il ne puisse plus y avoir de relation directe entre le pouvoir et les magistrats. Je pense que cette réforme est indispensable. Elle vise à redonner crédit et dans les institutions et dans la justice. On a eu les uns les autres, disons-le, depuis trop d'années, le sentiment qu'il y avait une justice qui dépendait du pouvoir politique. En terminer me paraît un progrès considérable. Mais il ne faudrait pas qu'on analyse la réforme de la justice à cette seule aune-là. Il y a, je le disais, les moyens, il y a aussi l'augmentation du nombre de magistrats, c'est très important, leur formation et aussi leur responsabilité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des magistrats qui, forts de leur indépendance, au mépris même de l'équité, voire même de la loi, se rendent responsables de mauvaises décisions de justice. Voilà pourquoi il a été décidé de faire un conseil, il existait, Conseil supérieur de la magistrature rénové, de façon à ce qu'il puisse y avoir aussi ce principe de responsabilité posé. J'en termine pour dire que c'est une réforme globale, il y a la justice, il y a les institutions sur lesquelles il faudra revenir, et puis il y a aussi l'organisation même de la vie politique, et c'est le projet sur le cumul des mandats. C'est votre avis, François Létard? La meilleure des réformes de la justice, si on entend bien ce que disent certains magistrats, c'est d'abord les moyens qui lui sont affectés. Et quand on entend les conditions de travail dans lesquelles sont certains magistrats, l'absence d'ordinateurs, les difficultés de locaux, la pauvreté qui est souvent la leur, je crois que la première réforme, c'est que la nation accepte de donner à la justice française des moyens de son fonctionnement. Alors ça veut dire des crédits budgétaires, bien sûr, mais c'est la condition de toute autre réforme. Sur le reste, je partage en grande partie ce que dit Nicolas Sarkozy. Il serait tout à fait extravagant que le peuple français, lorsqu'il a désigné une majorité, voit cette majorité refuser sa responsabilité. Et cette responsabilité est exercée au nom de l'État. Elle n'est pas partisane, elle ne devrait pas l'être. D'où la question des prescriptions écrites. Vous avez tout à fait raison de la poser. Mais un garde des Sceaux doit appliquer, au nom de la majorité, une politique pénale. Y compris sur les décisions individuelles. Je parlais des décisions individuelles, car c'est ça le sujet. Oui, bien entendu. Et moi, je crois qu'il y a eu, honnêtement, là, trop d'abus. Je crois aussi que c'est une petite partie. C'est une petite vous en avez été sensible aussi. Trop d'abus, trop de dérives, trop de confusion pour qu'on puisse maintenir, à notre avis, les instructions individuelles sur les dossiers. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous trouvez que le pouvoir des juges est aujourd'hui trop important? S'il vous plaît, laissez. Jean-Marie Le Pen, vous trouvez que ce pouvoir est trop exorbitant aujourd'hui? Il faut maintenir le lien entre les parquets et le garde des Sceaux. Il faut que quelqu'un ait la responsabilité de la politique pénale. Mais quand M. Hollande dit que cela aboutira à protéger le citoyen, j'ai entendu l'autre jour Mme Guigou proposer cette solution de rupture, la solution socialiste, de rupture entre le garde des Sceaux et le parquet, et l'après-midi, dire publiquement qu'elle avait donné à ses parquets généraux l'ordre de poursuivre le Front National partout où ce serait possible. Alors il y a aussi là une dérive partisane qui est très grave. Mais il y a autre chose. C'est que le corps des magistrats
n'est pas au-dessus de tout soupçon. Et ceci à cause du syndicalisme politisé qui en habite une grande partie et qui fait soupçonner certains jugements ou certains arrêts d'être dictés par la passion politique ou l'idéologie plutôt que par le service de la justice. Robert Hue, sur ce problème de l'indépendance. Très vite, je crois qu'il faut effectivement une importante réforme de la justice. Et là, nous avons un projet qui a été présenté. Et le Parlement va en débattre, ça sera amendé, on va enrichir. Je crois qu'il faut absolument que la justice puisse passer en toute indépendance. C'est très très important. Car parfois le sentiment a existé, et c'était plus qu'un sentiment, qu'il n'y avait pas cette indépendance, et c'était tout à fait dommageable et grave. Mais en même temps, je pense qu'il faut que la politique pénale de l'État puisse se faire entendre, naturellement. Et la question qui est posée aux Français, c'est aussi une justice efficace, des moyens. Tout le monde sait que c'est très long, la justice, dans un pays comme le nôtre. Il faut donc plus de moyens. Et cette réforme, je répète, avec moi aussi la volonté qu'il n'y ait pas cette coupure trop marquée. Et je ne suis pas pour... je suis pour l'indépendance de la justice, mais en même temps, je ne suis pas pour le gouvernement des juges. Dernière voix, pluriel. Pour dire que nous sommes d'accord avec la réforme qui est proposée par le gouvernement par l'intermédiaire de Mme Guigou, en y ajoutant ce que disait François Hollande, c'est-à-dire une séparation entre le garde des Sceaux et le parquet, mais à condition qu'il s'exerce le principe de responsabilité, et trouver les moyens de renforcer la justice de proximité. Mais je dirais que cette réforme, ce n'est qu'un rouage de la modernisation de la vie politique et de la vie de la société, puisque nous sommes dans un débat sur les régionales. Je crois qu'un jour, il faudra qu'on se décide à modifier le mode d'élection des conseillers régionaux et sortir de l'élection par département pour entrer dans l'élection régionale. On s'interrompt 40 secondes et on fait un mot de conclusion pour chacun. Voilà, je vous remercie d'abord d'avoir été relativement disciplinés les uns et les autres. On va voir d'ailleurs ce que donnent les temps d'antenne de ce soir, en tout cas. Donc vous voyez à peu près 13 minutes pour Robert Hue, 12 minutes et demie pour François Hollande, 12h45 pour Noël Mamère, 11h41 pour François Léotard, 13h39 pour Nicolas Sarkozy et un peu plus de 14 minutes pour Jean-Marie Le Pen. Je vais vous demander les uns et les autres, j'espère que vous accepterez de donner le temps qui vous reste au débat public, de terminer par 2 minutes de conclusion. Noël Mamère. Écoutez, je pense que c'est important qu'il y ait des débats comme cela devant les téléspectateurs qui sont aussi des Français, afin qu'ils se fassent une idée très précise des orientations que nous avons. Ce qui a été dit au début de cette émission, c'est que ces élections régionales sont considérées par une majorité des Français comme une sorte de 3e tour des législatives et donc d'un véritable enjeu national. Moi, ce que je souhaite, c'est que toute la gauche plurielle devienne majoritaire dans un grand nombre de régions afin de poursuivre les réformes qui ont été engagées. Mais ces réformes, elles ne pourront être complètes que lorsque les régions auront une autre dimension, qu'elles seront intégrées à l'Europe, qu'elles auront plus de moyens, notamment en matière de lutte contre le chômage, en matière de solidarité et de formation, et lorsque l'on s'engagera de manière résolue vers un mode d'élection des conseillers régionaux qui soit différent, qui ne reproduise pas la logique départementale et donc cette sorte d'agglomération de petits notables locaux, mais qu'elle ait une vraie logique de région qui puisse s'imposer au sein de l'Europe, puisque avec les agglomérations, c'est aujourd'hui la seule véritable entité politico-administrative à dimension européenne. Je pense donc qu'il faut expliquer aux Français que les régions, les régionales, ce ne sont pas des élections de second ordre, ce sont des élections très importantes pour les Verts, très importantes pour tous ceux qui sont attachés au développement durable, à la solidarité, au cadre de vie, car ce sont les régions qui contribuent à améliorer le cadre de vie des Français. Nicolas Sarkozy. Bon, écoutez, ce débat, j'ai essayé d'y participer en mettant ma part de vérité. La droite républicaine a analysé les raisons de sa défaite. Si j'avais eu à choisir le calendrier des régionales, je n'aurais certainement pas choisi ce calendrier. C'est la démocratie qui nous l'impose. Un peu trop vite pour vous. Nous venons à ces élections en sachant pertinemment que cela sera difficile, qu'il faut se battre avec beaucoup de ténacité, beaucoup de fermeté, beaucoup d'humilité aussi. Nous avons donc analysé les conditions et les raisons de cette défaite. Je crois qu'il nous faut maintenant convaincre nos électeurs que nous avons compris la leçon, qu'il nous faut maintenant défendre nos valeurs de liberté, de responsabilité individuelle, de récompense, d'effort, d'initiative, avec beaucoup plus de force que nous l'avons fait dans le passé. Si vous me permettez cette expression, je crois vraiment que la droite républicaine est de retour. Il était temps. Ces élections régionales sont une épreuve pour nous, à nos électeurs de le comprendre
et à nous de savoir les mobiliser pour que nous soyons le plus nombreux possible et pour que 9 mois après l'arrivée de la majorité plurielle au gouvernement, nous disions que nous ne voulons pas que la France continue à s'isoler. Robert Rue. Oui, écoutez, je pense qu'il faut beaucoup de débats. J'espère que celui de ce soir n'aura pas été trop confus et qu'il aura permis surtout aux Français, quelle que soit leur opinion, voyez-vous, qu'ils votent à l'occasion de ces élections, qui sont très importantes. Il y a un danger, on n'en a pas parlé, il y a un danger réel d'abstention. Donc je pense que si ce type de débat peut contribuer à ce que les gens votent, c'est une très bonne chose. Voter parce que c'est un enjeu considérable. Nous sommes dans les régionales, mais tout le monde a bien vu ce soir que le débat portait sur les grandes questions nationales. Et donc, moi, je veux que la gauche réussisse. Et ça, le Parti communiste est engagé dans cette bataille. Donc, je souhaite qu'à l'occasion de ces élections régionales, il puisse y avoir dans les régions des exécutifs, des hommes, des femmes qui puissent s'engager sur l'emploi, les 35 heures, avec la gauche plurielle, et qu'il y ait pas cette écrasante situation d'aujourd'hui où 90% des régions sont dominées par la droite. Donc je souhaite qu'il y ait cette victoire et qu'on puisse ainsi s'engager dans une politique, qu'on n'ait pas ces blocages, ces barrages que fait actuellement la droite. Voilà ce que je souhaite. Je souhaite vraiment que la gauche réussisse et en fait que la France réussisse. Jean-Marie Le Pen. Il est évident que les régions participent de la vie nationale de façon extrêmement étroite. Et le débat de ce soir a bien montré qu'on ne peut pas parler des régionales sans immédiatement basculer dans le débat national. Or, la situation de la nation est d'une gravité extrême que généralement l'opinion ne perçoit pas suffisamment. Ne sont pas perçus dans leur volume réel les phénomènes du chômage qui continuent, quoi qu'on dise, et malgré les remèdes artificiels et financés par l'argent public que propose le gouvernement socialo-communiste. Ils ne voient pas que l'immigration continue de progresser et avec elle une insécurité de plus en plus grande, tandis que le poids de la fiscalité pèse de plus en plus lourd, que le ministère de l'Éducation nationale comporte de plus en plus de fonctionnaires, mais que son efficacité est de moins en moins grande. Autrement dit, c'est un pays qui est en voie de paralysie. Au moment même où l'euromondialisme entraîne l'économie et la société française hors de ses marques, il est indispensable de revenir à la nation, à ses principes, à ses valeurs. Seul moyen de s'arracher à une décadence qui jusqu'ici a été incarnée pendant 25 ou 30 ans par les 4 partis de la bande des 4, qui a rejoint d'ailleurs tout à fait récemment le parti des Verts Roses. François Hollande. Alors, je crois que depuis 8 mois, le pays bouge. Il était temps. Il y a des initiatives qui sont prises sur l'emploi des jeunes, sur la réduction du temps de travail, sur une Europe plus sociale. Il y a une volonté de faire preuve de plus de solidarité à travers le logement, l'éducation, et c'est bien ainsi. Je pense que les Français s'en rendent compte. Ça ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits de tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'impatience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aujourd'hui suffisamment de résultats. Le chômage baisse, mais c'est encore trop lent. Mais ils ont le sentiment, enfin peut-être depuis des années, toute majorité confondue, que les choses avancent et bougent dans le bon sens. Alors, est-ce que les élections régionales peuvent être un moyen d'amplifier ce changement? Je le crois. Je crois que c'est le message qu'ils veulent faire passer et je souhaite qu'il soit entendu. Et deuxièmement, je crois que si on veut que cette politique réussisse, emploi des jeunes, réduction du temps de travail, meilleures infrastructures, cadre de vie différents, solidarité plus grande, il faut qu'il y ait des régions et des départements, on n'en a pas parlé, mais il y aura aussi des élections cantonales qui soient à l'unisson de cette politique-là. Et comme je l'ai dit, dès l'entrée de ce débat, 20 régions sur 22 depuis 12 ans, gouverné par la droite, ça ne peut pas produire des résultats en termes de solidarité, en termes d'emploi, en termes d'éducation, parce que ce n'est pas le choix qu'a fait la droite depuis très longtemps par rapport à ses priorités. Voilà pourquoi j'estime que c'est très important que les Français votent pour des régions gouvernées par une majorité plurielle. Je pense que l'idée même de la majorité plurielle fait son chemin, et votre sondage l'a montré. On aime qu'il y ait des gens qui pensent de la même manière et en même temps qui aussi gardent leur spécificité. Et je crois que c'est ce mouvement-là de grand respect de l'électeur, de grand respect de nos engagements, de respect aussi de nos engagements européens, qui est attendu de la part de la gauche plurielle. Et je crois que c'est ce respect-là qui sera encore le nôtre par rapport au choix qui va se faire le 15 mars. 15 mars donc pour les régionales, 15 et 22 pour les cantonales. François Léotard. Oui, je crois d'abord qu'un conseil régional n'est pas une assemblée nationale.
Et ceux qu'on va élire le 15 mars prochain comme conseillers régionaux, ce ne sont pas des pancartes, ce ne sont pas des étiquettes. UDF, RPR, PS, Front National, ce sont des femmes et des hommes qui vont avoir à gérer un territoire. Et donc, premièrement, qu'on écoute ce qu'ils disent, qu'on regarde ce qu'ils ont fait, qu'on juge la gestion qui a été la leur et qu'on donne un caractère concret à cette élection. La deuxième remarque, elle vient de votre sondage. Je crois que la seule bataille qu'on mérite de perdre, c'est celle qu'on ne mène pas. Le sondage que vous avez fait, même s'il est abstrait, même s'il est à 1 mois de distance, n'est pas très agréable pour nous. Néanmoins, nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec le RPR parce que nous croyons que la droite républicaine est pour les Français le seul moyen d'éviter le choc de violence entre d'un côté les insultes des uns et le dirigisme des autres, en tout cas entre le Front National et une gauche qui est menée par ces extrêmes. Et que si nous voulons éviter à ce pays la violence, eh bien il faut qu'il y ait une droite républicaine, paisible, sûre d'elle-même et ayant la volonté de réformer notre société. La troisième remarque, c'est que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que tout cela a un caractère très concret. Tout ça, c'est des milliers, des centaines de milliers de lycéens, c'est des jeunes apprentis, c'est de la formation professionnelle, c'est des infrastructures, c'est du TGV, c'est des gares, c'est des aéroports. C'est donc des objectifs que nous pouvons poursuivre pour mieux vivre ensemble, nous les Français, à travers des pouvoirs de proximité. Et donc les mots clés que je retiens et que je propose pour l'UDF et en liaison étroite avec le RPR, c'est le mot dialogue, le mot proximité, le mot responsabilité. Je crois que nous avons tout cela à mettre sur la table et à donner en même temps à nos régions les pouvoirs que les autres Européens ont donnés aux leurs. Nous sommes très en retard par rapport à eux. Voilà, c'est une grande ambition en fait pour la France que de se décentraliser. Je crois qu'elle peut mieux gérer ses propres difficultés en le faisant. Et je voudrais que nos électeurs aient confiance en eux-mêmes. En fait, parce que c'est ça peut-être qui leur manque, qu'ils aient confiance dans le mouvement que nous voulons donner à nos mouvements politiques et dans la réforme que nous proposons pour ce pays. Bien, je vous remercie tous les 6. Vous avez eu à peu près un quart d'heure pour vous exprimer les uns les autres. Merci de vous être affrontés, à fleuret plus ou moins moucheté, en tout cas les yeux dans les yeux. C'est ça un lieu de débat et je crois que c'est la première fois que vous retrouvez tous les 6 autour d'un même plateau. On se retrouvera bien entendu tout au long des journaux de 13h et 20h pour recevoir les uns et les autres dans le cadre de cette campagne pour les régionales et puis le soir des régionales, c'est-à-dire entre 20h, 19h30, même 19h30 et 21h, les débats et tous les résultats avec les prévisions de la Sofres sur TF1. Merci de nous avoir suivis, il est à peu près 00h30. Bonne soirée à tous.